vous dire que j'avais positionné cette communication de manière à valoriser l'apport de la sociologie et l'ancrage empirique dans une enquête qui me semble pouvoir éclairer le sujet qui nous occupe, même si votre invitation me ramène sur un terrain un petit peu ancien. Donc, ça veut dire qu'au moins le temps de cette communication, ensuite il y aura les questions, les éléments de débat, bien entendu. Au moins le temps de la communication, je voudrais éviter le plus possible les postures spéculatives et normatives pour rester ancré dans la rigueur d'une enquête de terrain en limitant les sauts d'interprétation et les projections et les intuitions que nous avons tous sur ce que peut être l'avenir de la médecine libérale. Alors cette forme de rigueur sociologique me semble d'autant plus important qu'il y a une chaude actualité, hein, ça a été rappelé, j'ai quand même pu suivre une bonne partie de ce qui a déjà été dit. Le titre SOS, médecine libérale, renvoie a priori au sauvetage en urgence et nous avons un problème public qui a déjà été bien pointé, hein, bien constitué autour de l'accès aux soins de populations en lien avec les modalités d'installation des jeunes médecins qui sont censés renouveler l'offre de soins, en particulier les médecins généralistes. Or, voilà, on sait en sociologie que la façon dont on formule les problèmes est souvent en partie téléguidée par les solutions qu'on envisage. Donc, moi, je vais essayer de rester sur une intelligibilité sociologique en mettant en suspens dans l'immédiat les solutions politiques. Donc, je suis là pour évoquer une enquête de terrain et ses enseignements. Donc, j'espère que les diapos défilent correctement. Alors, c'est une enquête qui ne portera que sur les diplômés de médecine générale, puisque c'est sur eux que j'ai travaillé, mais je suis désolée de cette réduction, mais elle ne tient pas qu'à moi, puisqu'il n'y a pas de travaux semblables, comparables, sur les jeunes spécialistes, même si la médecine générale est censée être une spécialité aujourd'hui, enfin est une spécialité hein, depuis la loi de 2004, mais voilà, on ne dispose pas d'enquête de terrain qui nous permettrait de parler de la même manière des entrées dans la carrière des jeunes médecins diplômés de spécialités médicales. Alors, je vous raconte un petit peu mon parcours, hein, m'intéressant au début du siècle déjà aux consultations de médecine générale. Et donc, j'ai rencontré de nombreux médecins généralistes pour qu'ils me parlent de leur pratique, de leurs patients, de leurs consultations. Et je suis tombée sur des médecins maîtres de stage. Alors, maîtres de stage, je n'étais pas forcément informée de ce dispositif qui existe depuis 1997, donc ça fait quand même déjà une quinzaine d'années. Et donc, les stages chez le praticien, en fait, c'est le stage dans l'internat à l'époque, ça s'appelait le résidanat, mais dans le parcours de spécialité après le concours de l'internat ou des ECN pour les futurs généralistes. Vous avez une succession de stages, puisque la formation est principalement pratique, une formation de terrain. Et parmi ces stages, donc depuis 1997, le stage chez le praticien est le stage qui permet de se familiariser grandeur nature avec la pratique en cabinet de médecine générale, libérale, très majoritairement. Donc durant 6 mois, voilà, d'observer et puis de passer à un processus de plus en plus autonome. Et juste pour information, ce premier stage chez le praticien a été doublé d'un deuxième stage chez le praticien qui lui se déroule complètement en autonomie maintenant, qui s'appelle le SASPAS. Donc c'est vraiment un passage de plus en plus assuré, consolidé, avec une fréquentation du cabinet libéral que les médecins du XXe siècle, grosso modo, ne connaissaient pas, puisqu'ils étaient formés à l'hôpital, et c'est lors des remplacements qu'ils découvraient le contexte, le cadre, l'exercice de la médecine générale libérale. Donc je découvre que certains de ces médecins que je rencontre sont maîtres de stage, et que donc la consultation se passe parfois avec trois personnes, enfin elle évolue de façon intéressante, et ce stage chez le praticien me paraît justifier une recherche en soi. Donc je m'y suis consacrée de 2002 à 2004 avec des entretiens approfondis dans plusieurs territoires, plusieurs endroits en France, en rencontrant aussi bien les maîtres de stage que leurs internes. Donc dans ce cadre-là, j'ai recruté une cinquantaine d'internes qui appartenaient à 4 facultés différentes. C'est pas un échantillon construit selon des règles de représentativité statistique. Je suis partie des pairs maîtres de stage stagiaires et j'ai obtenu une très forte participation des internes que j'ai sollicités. Donc mon échantillon est quand même très diversifié et il n'est pas du tout délirant sur les dimensions
vu qu'au-delà du stage, quand on ouvrait un petit peu reconnu comme professeur des universités, maître de conférences des universités, le modèle que ces enseignants voulaient promouvoir. Donc on a un modèle d'enseignement qui c'est vraiment, voilà, tu seras généraliste, bardé de compétences, certifié, élevé sous ton maître de stage. Et on voyait que la reproduction de ce modèle ne se mettait pas en place de façon simple et que ça a chopé à pas mal d'endroits. Pardon. Dès 2005, dès le contexte vraiment du milieu des années 2000, les études ont commencé à se multiplier un petit peu dans tous les sens sur les intentions, les projections, les freins à l'installation, selon la formule consacrée de ces jeunes médecins qu'on avait particulièrement bien formés pour la médecine générale libérale. Et il y avait déjà une espèce de panique morale autour de la reproduction et de la démographie des médecins généralistes. On nous a dit qu'il y avait déjà plus de médecins, alors qu'en 2005, il n'y en avait jamais eu autant. C'est le moment où j'ai pu collaborer au rapport de l'ONDPS, l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, le rapport sur les médecins généralistes, et le groupe de travail a réalisé à ce moment-là que parmi les médecins généralistes diplômés en France, tous n'exerçaient absolument pas la médecine générale de premier recours, la médecine générale pour de vrai. Il en manquait quasiment la moitié finalement. Donc, on a pointé cette évaporation très très forte qui n'était pas du tout un problème nouveau, et on a pointé bien entendu les déséquilibres profonds dans la répartition entre les territoires qui, là aussi, étaient vrais depuis des décennies. Mais donc, ces années 2005-2010 sont vraiment les années d'alerte, et donc les enquêtes, les questionnaires, parfois un peu approximatifs quand même, se sont multipliés à la fois de la part des syndicats, des sondages d'opinion, et on a eu des résultats qui s'entreconfirmaient un petit peu, mais avec des matériaux très souvent superficiels, sur la montée du souci de la qualité de vie, selon la formule consacrée, qui prenait le pas sur le sacerdoce, là aussi pour être dans les images un petit peu d'Épinal. Alors, en quoi a consisté ma démarche de sociologue? Bon, déjà, à suspendre la normativité, si on veut comprendre la façon dont se déroulent, se mettent en place les parcours et les débuts de carrière des jeunes médecins, il ne faut pas être dans un jugement de conformité ou de déviance à délivrer des brevets par rapport à certaines attentes. Donc, le temps de comprendre, on suspend le jugement. Si les parcours prennent telle ou telle forme, telle ou telle direction, c'est bien qu'ils obéissent à des logiques sociales, et donc c'est la sociologie qui a la mission de rendre ça plus intelligible. Et puis la méthode et la rigueur méthodologique, ça compte. Alors, il n'y a évidemment pas qu'une seule méthode qui soit valable, mais on sait, les sciences sociales, les sciences humaines et sociales savent que les questionnaires sur des intentions, des projections, des desiderata n'ont qu'un pouvoir explicatif limité, parce que les parcours de vie effectifs ne sont pas forcément, enfin, c'est pas la même chose de répondre à un questionnaire superficiel et de dérouler son existence, avec tout un tas de contraintes et de contingences qui vont intervenir, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, ce qui est infiniment plus robuste, c'est de pouvoir suivre les gens. Donc, c'est se donner les moyens d'une cohorte. Donc, soit une cohorte statistique dans une logique d'échantillon représentatif avec des informations un petit peu standardisées, soit une cohorte qualitative, c'est ce que j'ai mis en place, en approfondissant avec des entretiens sur mesure autant que possible, comme je l'ai fait. Il y a un côté d'enquête patiente et cousu main, et donc en allant revoir à plusieurs reprises la cinquantaine d'internes que j'avais suivis. Donc c'est ce que j'ai pu opérer, puisque l'adresse m'a donné l'opportunité, la direction de la recherche, évaluation et études statistiques du ministère de la Santé, m'a donné l'opportunité de les suivre, et donc je les ai revus quasiment tous, à 2 ou 3 reprises, donc pour parler pendant des heures de la façon dont avançait leur parcours professionnel, mais évidemment personnel. On est dans une phase dense de l'existence où il se passe plein de choses autour de la trentaine, et donc je les ai suivis, je les avais vus grosso modo vers 2003, entre 2002 et 2003, et je les ai suivis jusqu'en 2010. Petit élément sur l'échantillon, il est représentatif de ce point de vue-là, du point de vue du sexe ratio, puisque j'avais 17 hommes et 34 femmes, ce qui correspond à la démographie de cette génération-là parmi les étudiants de médecine générale.
Alors voilà ce que ça donne. Donc en 2010, hein, donc je suis désolée de ce décalage temporel, mais je suis passée à d'autres sujets de recherche après avoir passé quand même beaucoup de temps à les suivre et à les suivre de près. Donc voilà ce que ça donne. Je vous demande de ne surtout pas vous focaliser sur les chiffres, mais quand même, hein, vous avez un bouquet, donc quelques généralistes installés, j'ai inclus les collaborateurs libéraux, il y en a voilà, 11 sur 51, des remplaçants qui ne faisaient que des remplacements de médecine générale, il y en avait 4, ce que j'appelle les urgentistes de ville libéraux, hein, donc c'est des services de soins à domicile pour, en dehors des heures d'ouverture des cabinets, type SOS. Les quasi-spécialistes, donc c'est des gens qui ont délaissé la médecine de premier recours, mais qui sont installés en libéral, donc au titre par exemple de la nutrition, de l'angiologie, de la pratique de l'hypnose. Des personnes qui étaient à cheval en tant que remplaçants médecine générale et urgences hospitalières, les urgences hospitalières exclusives qui n'avaient pas encore leur filière, donc qui recrutaient parmi les généralistes, qui continuent de recruter parmi les généralistes, mais maintenant ils ont aussi une filière. Les gériatres hospitaliers, même problématique, hein, la spécialité a été créée un petit peu plus tard. 2 psychiatres, 7 généralistes qui travaillent comme praticiens hospitaliers dans des services divers, qui ne sont donc pas les urgences ni les gériatres, des médecins salariés non hospitaliers, médecine territoriale, MSA, la mutualité sociale agricole, une médecin de l'éducation nationale, une médecin en crèche et 2 personnes inclassables. Donc, un mot de commentaire, la dispersion est complètement évidente. Hein. Le diplôme de médecine générale fonctionne comme une polyvalence plutôt que comme une spécialité médecine générale. Les passerelles sont nombreuses et ces passerelles sont MG-FUGE, si je peux me permettre. Elles existent pour des gens qui sont parfois des déçus de l'internat, c'est ce que j'ai appelé les malgré nous de la médecine générale, ils n'ont jamais eu envie de faire la médecine générale, ils se sont retrouvés contraints le temps de leur formation de 3e cycle, mais il y a aussi des dynamiques MG-FUGE qui concernent d'autres personnes que ceux qui étaient hostiles a priori et qui se sont retrouvés coincés entre guillemets en médecine générale. Donc la première impression qu'on a, c'est qu'ils sont très très peu contraints, je la nuancerai plus tard, mais on voit qu'ils ont beaucoup de cartes dans leur manche, beaucoup de cordes à leur arc, et une marge d'autodétermination qui semble considérable, parce qu'il y a un marché du travail médical qui est très très favorable, qui s'ouvre à eux, qui n'est décrit précisément nulle part. Moi, j'ai découvert de proche en proche l'ensemble de ces possibilités, et c'est sans doute pas exhaustif, puisque j'en ai que 50. Il n'y a pas de politique leur imposant de faire de la vraie médecine générale de premier recours, ni de choisir l'exercice libéral. Ils sont jugés compétents, ils sont jugés adaptables. Ils ont des formations complémentaires qu'ils multiplient très souvent pendant l'internat ou après l'internat encore, qu'ils réussissent. Hein. Ils sont très très demandés, courtisés. Avant même la fin du cursus, ils ont plusieurs propositions de remplacement, mais aussi de postes contractuels à l'hôpital dans les services où ils sont passés. Et donc on voit bien que toute la formation orthodoxe, entre guillemets, en médecine générale, qui était moins contraignante à l'époque aujourd'hui, mais qui a été déjà clairement engagée dans son modèle actuel, n'a pas de pouvoir déterminant sur leur devenir. Il existait déjà quelques incitations à l'installation sur les territoires dépourvus de médecins généralistes, qui étaient moins nombreux qu'aujourd'hui, des territoires ruraux, des territoires de banlieues défavorisées. Ça ne pesait vraiment pas lourd dans le tableau. Alors cette cartographie au dernier entretien, c'est pas une fin en soi, hein. Le cœur de mon travail, c'était de comprendre et de saisir la forme des parcours, les façons de cheminer vers un exercice à peu près stabilisé, et l'enchaînement donc des positions successives et la façon dont différentes expériences de vie contribuaient à ce qu'ils pouvaient devenir, et de réfléchir s'il y avait des liens entre la forme des parcours et l'aboutissement de ces parcours. Alors, il n'y a pas de modèle dominant, vous l'avez vu. J'ai proposé une typologie de l'allure des parcours à partir de l'entretien initial, donc une typologie en 5 types que vous voyez normalement.
Donc les fidèles, c'est les parcours linéaires conformes aux intentions initiales. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est ceux qui ont réalisé, voilà, je veux devenir gériatre, je suis en médecine générale et je les retrouve avancés dans leur capacité de gériatrie et finalement ils sont gériatres. Ça peut être aussi la médecine générale classique, hein, c'est pas exclu. Les reconvertis engagés, alors il s'agit d'une pratique qui n'était ni connue, ni expérimentée, ni projetée au moment du premier entretien, qui a été découverte plus tard et qui a éclipsé de façon irrésistible toutes les autres. Par exemple, moi, je les avais vues au moment du stage chez le praticien, et ensuite j'ai une personne qui a fait un stage en soins palliatifs et qui a, sur un modèle de vocation tardive, hein, voilà, qui a trouvé que c'était une pratique dont le sens éclipsait tout ce qu'elle avait pu voir par ailleurs. Les réorientations contingentes opportunes, alors c'est un peu compliqué comme formule, mais ça comporte, ça nous dit beaucoup de choses en fait, j'y reviendrai. Donc il y a une part de hasard, il y a une part d'essai, d'erreur. On est sur des personnes qui sont indéterminées, il y a plein de choses qui plaisent, mais il y a aussi des considérations de vie personnelle et on va trouver un peu au fil de l'eau, on va trouver une posture, une place qui convient. Les réorientations réactives, c'est plutôt en réaction à quelque chose dont on ne veut pas, dont on ne veut plus. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans un premier projet et un incident de parcours, voilà, va produire une réorientation réactive où on va partir un petit peu à l'opposé en termes de statut, en termes de projection sur la place de la médecine dans sa vie. Il y a vraiment un fort déport qui intervient en réaction à un moment donné. Et des parcours incertains qui sont encore indéterminés au moment où j'arrive, avec des gens qui ne sont pas finalement beaucoup plus fixés sur, même en 2010, sur dans quoi ils peuvent vraiment se poser, s'installer et s'épanouir. Ce que je veux dire, c'est que la forme des parcours, les 3 derniers en particulier, n'est pas neutre par rapport aux chances de s'installer ou pas en médecine générale libérale. C'est-à-dire que dans les 3 derniers types, j'ai plutôt des réorientations plutôt MG-FUGE ou libéral-FUGE dans ces 3 derniers types. Et je veux aussi pointer que sur les 46 que j'ai pu revoir, 31 sur 46 ont eu une expérience consistante de ce que c'est les remplacements en médecine générale libérale. Et donc, sur ces 31 qui en ont une expérience consistante, il y en a environ la moitié qui s'en étaient complètement détournés en 2010. Donc, c'est pas la méconnaissance de cet exercice est un argument de moins en moins entendable. Il y a 2 stages, donc 2 semestres, bon, ça fait jamais qu'une année sur un cursus de médecine, mais qui ont lieu en médecine libérale. Et il y a cette expérience des remplacements qui peut être consistante sans retenir les gens. Quels enseignements un peu généraux, pour terminer, tirés de cette cohorte par rapport aux chances de s'installer en exercice libéral dans les années qui suivent le diplôme? Alors j'ai mis to be or not to be, mais c'est juste un jeu de mots. Je veux dire, il n'y a pas de dilemme cornélien ou shakespearien. Hein. La question ne se présente pas vraiment pour quasiment la totalité d'entre eux, ne se pose pas dans des termes idéologiques ou identitaires ou politiques. Le pragmatisme vraiment domine et c'est une génération, à un moment où je les ai rencontrés en tout cas, qui refusait le grand partage entre l'environnement ou le statut qui allait leur permettre de s'épanouir et celui qui ne leur permettrait pas. Comme d'ailleurs ils refusaient un partage ville-hôpital. Et là, j'étais vraiment frappée par la différence générationnelle avec leurs maîtres de stage qui, eux, avaient construit leur fierté de médecins généralistes contre l'hôpital et la spécialité. Comme j'enquêtais des 2 côtés, voilà. Et moi, j'avais là une génération qui n'avait pas cette grande partition et qui ne voulait pas faire d'exclusive dans la façon dont elle pouvait se projeter. Ce qui était saillant, derrière vous imaginez le baroque des parcours, des biographies, ce qui était saillant, bon, après l'internat, ils ont été formés à la surcharge, il y avait un alourdissement déjà en cours du cursus de médecine générale, ça a été crescendo depuis, on a rajouté, ils étaient à 3 semestres de formation, ils sont à 6 aujourd'hui, et on veut rajouter une 4e année. Il y a un besoin de souffler, de voir, d'élargir et de compléter ses compétences en autonomie à la sortie du tunnel. L'expression est un peu forte, mais je pense qu'on peut l'employer. Donc il y a une capacité à s'auto-déterminer dont ils ont le sentiment d'avoir été privés depuis un moment pendant leur cursus, avec la charge de travail et les contraintes de la formation.
Donc il y a besoin de se récupérer en termes de sens de ces études et de la médecine vers laquelle on veut vraiment aller et qu'on a besoin de se trouver. Et à l'époque, on parlait très peu de burn-out, de harcèlement. On n'avait pas les études qu'on a aujourd'hui sur la perte d'empathie, par exemple, tout au long des études médicales. Donc je pense que ces problématiques sont encore plus aiguës aujourd'hui. Donc, mûrir un peu en se laissant porter un temps par des circonstances, des rencontres, trouver sa médecine et la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle qui peuvent s'articuler ensemble, qui peuvent être compatibles. Et donc, alors qu'ils n'ont jamais été autant préparés, j'insiste, il y a cette phase de consolidation des repères, à la fois pour la pratique clinique et de volonté de recherche, d'approfondissement dans certains domaines sur lesquels on a envie d'avoir aussi des compétences un petit peu plus spécialisées. Donc ça s'inscrit, moi je l'ai lu à travers la sociologie de la jeunesse, qui nous montre bien que cette dynamique de report des engagements, cette logique de moratoire un petit peu, c'est un phénomène générationnel plus large, mais je pense qu'il y a des effets spécifiques qui sont liés à la saturation, à la dépossession qu'ils vivent durant leur cursus, du fait de certains stages, du fait de certains seniors, du fait des cadrages facultaires. Donc il y avait un impact évident sur le report de l'âge d'une éventuelle installation. Les attentes exprimées à travers la diversité de tous ces parcours, les attentes étaient finalement extrêmement partagées en termes d'exercice souhaitable. Alors c'est ce que j'ai mis en italique et c'est un petit peu ce que je peux appeler la formule magique. Cette formule magique, elle est instruite des modèles et des contre-modèles de médecins qu'ils ont eus, les contre-modèles de seniors, de façon de vieillir au travail, de façon de vieillir dans la médecine. Donc la formule magique, il faut que l'exercice soit soutenable, et il y a bien fait référence à un équilibre de vie. Il faut qu'il soit suffisamment stimulant, ce qui en médecine générale, il y a de la variété, il y a de la diversité, mais avoir aussi une pratique plus spécialisée sur laquelle on est plus assuré, ça peut être quelque chose d'intéressant, des compétences plus pointues dans certains domaines. L'entretien des compétences est quelque chose de complètement intégré, le renouvellement des compétences et la volonté vraiment de les entretenir activement. La recherche d'un collectif avec un minimum de partage pour à la fois des valeurs, mais une certaine sécurité, qualité, continuité des soins. Un idéal de disponibilité qualitative aux patients qui est en tension avec la dépendance et la peur de, entre guillemets, se faire bouffer, de se faire happer par la montée en charge de l'exercice. Et puis une très forte valorisation du polyexercice sans considération de statut, donc entre médecine salariée, entre médecine libérale, les choses ne se posent pas en termes d'exclusive et si elles étaient plus compatibles, ça serait tout à fait bienvenu. Donc voilà cette formule magique. Donc l'idéal est de faire de la bonne médecine dans plusieurs contextes sans être embêté par des considérations de statut. Et juste sur le rapport au collectif, ce qui est recherché, c'est d'abord plutôt quelque chose de... Ça ne veut pas dire un collectif formel. Ça veut dire qu'il y a des collectifs formels dans lesquels les relations sont mauvaises et pas soutenantes, mais d'avoir vraiment des logiques de compagnonnage et de partage possibles. Et donc, comment on arrive à cette diversité malgré ces attentes communes? Je voudrais juste pointer les deux grandes clés de compréhension qui me semblent importantes à retenir. La première clé, c'est l'épreuve des parcours. Alors, ça concerne surtout les derniers types dans ce que j'avais proposé tout à l'heure, les types de réorientation ou de parcours incertains. C'est-à-dire qu'il y a des dynamiques d'entrée dans la carrière qui sont dominées par des circonstances, des rencontres, des contingences, des désillusions. Et donc, le poids des expériences heureuses, malheureuses, finalement, va donner une forme au parcours qui n'était pas prévisible. Et quand je dis ces expériences, elles sont médicales et humaines, simultanément. Donc, il y a un mélange très grand aussi du travail et du hors-travail, puisque la vie personnelle s'échafaude dans le même temps. Donc, c'est pas toujours favorable à l'installation. Et l'installation, on y vient plutôt dans un fondu enchaîné, du remplacement au remplacement régulier, au remplacement permanent, à la collaboration libérale, à l'installation. Ça, c'est un modèle incrémental qu'on voit bien. Les choix les plus nets sont souvent des choix négatifs. Alors, soit il y a les options qui ont été exclues d'emblée par les intéressés. Moi, je ne ferai jamais l'entreprise libérale. Moi, je ne m'occuperai jamais, je ne voudrais jamais m'occuper des enfants ou des personnes âgées, etc.
soit c'est plus jamais après une expérience qui aboutit à des ruptures, à des bifurcations radicales, y compris de la part de gens qui avaient des projets de s'installer avec des collègues étudiants avec qui ils avaient fait plein de choses, plein de stages, ils avaient partagé plein de valeurs, ils s'étaient projetés ensemble, il y avait un vrai projet. Et quand il faut le concrétiser, ben on va rentrer dans une série de désenchantements coûteux du point de vue humain, des installations avortées, j'en ai beaucoup, hein, près de la concrétisation, et les conditions de chacun ne sont jamais réalisées, ne sont jamais conciliables. Et ça produit un mouvement vraiment réactif. Si c'est ça les relations avec les confrères, avec les associés ou avec les concurrents, si c'est ça le monde libéral, il y a une forme de dépit du libéral dans ce cas de figure. Derrière ces projets avortés, ces conditions qu'on n'a pas pu réunir, et ça conduit à des ruptures. Plus rarement, j'ai aussi le libéral comme recours suite à des aspirations déçues à une carrière de praticien hospitalier. La deuxième et dernière clé de compréhension, c'est que derrière toute cette impression d'autonomie et de contingence des débuts de parcours, les médecins ne sont pas hors sol du monde social, et c'est aussi mon rôle de le rappeler. Il y a des déterminations sociales lourdes, il y a des dispositions qui sont enchâssées dans leur éducation, leur mode de vie, leur socialisation, et dans des systèmes de rôles familiaux et de genre. Et donc, on ne décide pas tout seul. Et les jeunes médecins ne les réalisent pas forcément de façon lucide quand ils me racontent leur trajectoire de vie. Et c'est le travail du sociologue d'aller les débusquer dans ce qu'ils vont appeler leur qualité de vie, leur équilibre, leurs préférences ou leurs dispositions personnelles. Ben, c'est comme dans le reste de la population, il y a des tendances à la reproduction du rapport à certains types de territoires en fonction de là où on a grandi, là où on a été socialisé. Donc il faut l'envisager sur évidemment les dimensions territoriales, mais aussi sur, je rappelle que les origines quand même sociales des médecins sont passablement homogènes. Ça vaut aussi sur la façon de considérer les statuts envisagés, libéral ou salarié. Il y a une tendance lourde, évidemment, de progression du salariat depuis l'après-guerre. L'indépendance, ça concerne aujourd'hui moins de 10% de la population active, et c'est encore moins parmi les femmes. Mais les enfants d'indépendants ont plus de chances de devenir eux-mêmes indépendants, et ça, je voyais ce poids des modèles parentaux, familiaux dans mon échantillon, que les parents soient médecins ou pas médecins, mais il y a bien des logiques de transmission. Et puis, il y a la logique du genre qui est tout à fait, et des modèles familiaux qui est tout à fait essentiel pour la génération dont on parle. Je vous ai dit tout à l'heure, 2 tiers de femmes, la féminisation en particulier dans le 3e cycle de médecine générale, elle est très très forte. Tout à l'heure, l'intervenant précédent m'a fait sourire en disant, si vous savez, je crois que c'était la Creuse qu'il avait lu, vous devez y aller en amenant femmes et enfants, ça pose des problèmes. La question, ça se pose plus tout à fait comme ça. Il faut y amener mari et enfant, ou compagnon et enfant. Et c'est absolument pas symétrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un état révolu des rapports de genre qui était la condition sociale de possibilité, pardon pour la formule, mais de la pratique masculine extensive telle qu'on l'a évoquée, telle qu'on l'a connue, sur des territoires reculés, avec une disponibilité à toute épreuve, 70 heures par semaine. C'est pas des gens qui vivaient à l'hôtel, c'est des gens qui vivaient avec une épouse et généralement des familles plutôt nombreuses qui étaient complètement portées par l'assistance de leurs conjointes. Donc la configuration actuelle, avec l'homogamie des couples de médecins, une majorité de couples de cadres, donc homogame, mais avec quand même un avantage à la carrière de l'homme, traditionnel. Il n'y a pas de révolution partout du contrat de genre, et les débuts de carrière sont clairement beaucoup plus contraints, et les choix géographiques et les mobilités géographiques sont plus contraints pour les femmes médecins en couple, sauf lorsqu'elles sont ce qu'on appelle hypogames dans notre jargon, c'est-à-dire en couple avec un homme moins qualifié qu'elle, et là on voit complètement la réouverture des possibles à partir des intentions professionnelles de madame et pas de monsieur. Je ne sais pas si j'ai le temps d'aller sur une conclusion ou si j'ai déjà abusé de votre patience. Ça va être rapide, je pense que je vais m'en tenir à la diapo pour une fois. Donc on a de jeunes diplômés qui sont à la fois éprouvés, c'était déjà visible et ça l'est encore plus avec tous les savoirs qu'on a aujourd'hui sur les conditions des études de médecine, à la fois éprouvés par ce que j'ai appelé ce tunnel et incontestablement privilégiés, courtisés du point de vue de leur employabilité sur un marché du travail incroyablement ouvert.
Ils ne sont pas aussi sereins qu'ils pourraient l'être à l'issue de l'internat. Ça, je l'observe encore parce que je continue à travailler. J'en recadre beaucoup de thèses de médecine générale. Je travaille beaucoup avec des médecins en recherche. Et donc, je vois des internes et je continue pas à faire de l'enquête, mais à sentir un petit peu et à discuter avec eux. Et donc, il y a toujours cette inquiétude transitoire sur la clinique, sur le grand bain, l'autonomie et la façon dont ils vont pouvoir s'intégrer à leur environnement, voilà, trouver quelque chose qui leur convienne et arriver à gérer ce monde effrayant de l'autonomie, a fortiori en libéral. Il y a une dimension, le libéral, je pourrais toujours, c'est-à-dire que ça peut être une ressource et une sécurité pour plus tard. Et ça, je l'ai vraiment entendu. Voilà, si ça se passe pas bien, là, je sacrifie ma carrière en clair pour suivre mon mari. Donc, je fais de la médecine salariée, je fais des remplacements en fonction de la mobilité que son entreprise lui impose. Mais si ça se passe pas bien, si je me retrouve seule avec mes enfants, en clair, eh ben, je pourrais toujours m'installer à la campagne, financer une nourrice à temps plein. Et ça sera toujours possible, en fait, de revenir sur si je dois me débrouiller. Actuellement, c'est pas très rentable ce que je fais en termes de médecine. Ça ne dessine pas une carrière, mais je pourrais me rattraper du fait de cette possibilité de s'installer en libéral dans un territoire où on manque de médecins. Pour ceux et celles qui s'installent, il y a une appréhension qui est très vite dépassée par les démarrages d'activité. Hein, donc ça les fait sourire finalement, le stress dans lequel ils se sont mis sur la fin de leur cursus. Ils trouvent ça rétrospectivement mignon, mais voilà, les installations se passent très très bien et les montées en charge d'activité aussi. Alors ce qui peut se passer moins bien, c'est voilà, dans la durée, quelle soutenabilité de ce que j'ai appelé la formule magique des attentes. Hein, vous vous rappelez, c'était ce qui était en italique là tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont arriver jusqu'où à maîtriser leur activité et le contexte et les relations confraternelles, est-ce qu'elles se réalisent telles qu'on les avait imaginées et le maintien des compétences dans leur diversité, l'érosion, est-ce qu'on est toujours à niveau? Donc tout ça est quand même une inquiétude sourde qui voilà, il y a qu'est-ce qui se passera en termes de défaillance, qu'est-ce qui se passera si en cas de surcharge et de perte de contrôle. Hein, donc, ce qu'on souhaite en termes d'équilibre de vie, on voit bien que la vie peut faire que ça ne se réalise pas comme ça. Et donc, dans la palette des ajustements à trouver pour maintenir une offre sur le territoire, dont je suis sûre que nous allons reparler à diverses reprises avec des éclairages de plusieurs disciplines. Bon, je peux dire diverses choses, mais je voudrais surtout pointer quand même par rapport aux attentes et à la façon dont les carrières démarrent, le manque de flexibilité en fait des modes d'exercice, alors qu'il y a des dispositions et une ouverture à pratiquer sur plusieurs sites et sous plusieurs statuts. Et donc là, il faudrait aussi que, c'est une question qui peut intéresser les juristes peut-être. Je m'arrête là, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop chaotique sur le plan technique. Il y a eu beaucoup d'émotions sur la mise en route et je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Merci Madame Blois pour cet exposé vraiment intéressant et qui évidemment nous éloigne du droit, et on y revient toujours quand même, mais d'un point de vue sociologique. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle sur votre exposé. Moi j'en aurais peut-être une, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Moi j'aurais peut-être une question à vous poser sur l'aspect sociologique. Moi ce qui me marque dans ce que vous nous dites, c'est finalement l'altruisme de ces médecins. C'est-à-dire qu'ils pensent à eux, bien effectivement, leur qualité de vie, etc. Mais j'ai l'impression que plus que leur qualité de vie, c'est la qualité des soins, le fait d'être stressé, de ne pas commettre d'erreurs, d'avoir des relations avec les confrères. Qu'est-ce qui finalement va peser le plus? Est-ce que pour un médecin qui doit s'installer, et je prends le terme, dans un désert médical, est-ce que c'est la qualité de vie? Est-ce que c'est le fait finalement d'avoir peur de ne pas assurer des soins convenables? Qu'est-ce qui finalement fait pencher la balance vers une médecine générale ou plutôt vers un autre mode d'exercice? Oui, c'est très intéressant. Enfin, effectivement, il y a
il y a une volonté de ne pas opposer les deux, et finalement, alors que c'était absolument pas dans l'air du temps, hein, la qualité de vie au travail, le lien entre eux, la façon dont les médecins prennent soin d'eux-mêmes et la façon dont ils vont prendre soin de leurs patients, c'était pas aussi clair que ce qu'on sait aujourd'hui, et ça n'avait pas basculé dans le débat de cette façon-là. Et effectivement, moi, par rapport les portraits générationnels qui étaient disponibles, on va dire, dans la presse, mais aussi beaucoup dans les discours de certains médecins âgés, hein, on peut le dire. Il y avait à l'époque une critique quand même très premier degré de la féminisation et finalement de ces gens qui avaient usurpé une place en médecine alors qu'ils ne comptaient pas travailler 12 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine. Enfin, il y avait des projections extrêmement péjoratives sur la fin du sacerdoce qui auraient pu passer pour synonyme d'un manque d'investissement dans la médecine. Et donc ça, voilà, moi j'avais été clairement été frappée de même cette humilité, j'ai envie de dire, hein, par rapport aux exigences d'une médecine générale de qualité. Alors qu'ils avaient été beaucoup plus formés que leurs prédécesseurs, moins formés que ceux qui sortent aujourd'hui, mais quand même beaucoup plus formés que leurs prédécesseurs qui remplaçaient au pied levé et bon, peut-être sans se poser tant de questions. Et là, il y avait une très forte interrogation sur la qualité du soin et l'impératif, en fait, c'est presque un impératif éthique, en fait, oui, de trouver une pratique dans laquelle on puisse œuvrer très correctement et durablement. Et en même temps, je reviendrai sur évidemment les dimensions. C'est pour ça, je trouvais que les enquêtes superficielles sur la qualité de vie est au premier plan rendaient absolument pas justice. Parce que nous, on parlait, enfin dans nos entretiens, on parlait de travail médical, on parlait pas que de on parlait de ce qui les marquait et ce qui, dans les expériences avec les patients, on a parlé de décès de patients, on a parlé d'histoire de prise en charge de façon détaillée. Enfin, tout ce qui faisait sens chaque fois que dans la construction de leur parcours, il y avait un avant et un après et réévaluer ce dont ils se sentaient capables. Donc dans la richesse de ce matériau, oui, il y a une forme de scrupule et en même temps les dimensions de genre sur lesquelles mais c'est pas le genre, c'est pas pour dire voilà, c'est des femmes donc elles peuvent pas faire, c'est des modèles conjugaux qui dans une situation de double activité des conjoints rendent quasiment impossible le fait de se projeter, de sacrifier sa vie personnelle pour aller se projeter dans un territoire où son conjoint n'aura pas de travail. Et voilà. Et donc des choses qui étaient normalisables, on va dire, dans un état antérieur des rapports de couple, et quand c'était les hommes qui étaient médecins, ne sont pas normalisables socialement aujourd'hui dans les couples de jeunes médecins. Donc là, il faut qu'on soit, il va falloir innover sur la façon d'attirer, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais on peut pas, ça peut pas être un exercice dans ces zones-là, reculées, très défavorisées, ça peut pas être une modalité tout ou rien. Et l'installation a quelque chose de l'exclusif. Bien. Et merci à Madame Blois pour cet exposé.